S 3/6 bavaroise. Une des plus élégantes parmi les pacifiques européennes du début du siècle, la S 3/6 marque sa différence par rapport à l'école prussienne qui domine le marché allemand. Elle porte en effet la signature de la firme Maffei et elle est l'objet d'un design très soigné tout en intégrant les solutions techniques les plus évoluées comme le compoundage. Que veut dire S 3/6? Cette désignation est celle des anciens réseaux allemands. S veut dire Schnellzuglok ou locomotive pour train rapide. 3/6 indique que sur 6 essieux, 3 sont moteurs. Cette manière de procéder n'est pas très claire dans la mesure où 3/6 pourrait aussi bien convenir à une locomotive type 231 ou 132. Il y eut des 132 en Autriche et des 132T en Angleterre. Les chemins de fer allemands changèrent leur système et appelèrent les Pacifiques des 2C1, exprimant le nombre d'essieux moteurs par une lettre et son rang alphabétique. Sainte classe. Lorsque l'on chantait When the Saints Go Mancini, durant les années d'or du jazz, sans nul doute, on ne pensait pas à ces locomotives du Great Western Railways, sauf quelques amateurs de chemin de fer qui, peut-être, faisaient la confusion ou l'entretenaient. Ces locomotives font honneur à leur réseau d'origine et à leur créateur, George Jackson Churchward. Churchward accède au pouvoir. Dans ce monde très feutré et très rigide qu'est celui du Chief Mechanical Engineer anglais, il n'est pas facile d'accéder au pouvoir et de faire ce que l'on veut quand un grand ingénieur est déjà en place et aurait dû partir à la retraite. C'est le cas de George Jackson Churchward, 1857-1933, quand il est nommé en 1897 ingénieur en chef du Great Western Railway, chargé de la conception des locomotives, mais adjoint du très respecté William Dean, 1840-1905, qui ne lui laisse guère comme champ d'action que l'expérimentation des foyers du type Belpaire, dont on dit le plus grand bien sur le continent. Mais il parvient à imposer ses vues avec beaucoup de tact
et à maîtriser le projet des nouvelles 230 du réseau, les Saints, ainsi nommés parce que chaque locomotive de la série porte un nom de saint. En 1902, il parvient enfin à occuper pleinement le poste qu'il mérite et il se fait le champion de la rationalisation du parc moteur du réseau, une donnée qui faisait plutôt défaut jusque-là, en préconisant la conception de locomotives à partir d'éléments standards, chaudière, cylindres, organes de roulement, cabine, etc. Il devance les autres réseaux en choisissant la surchauffe ou les tiroirs à longue course et instaure sur le Great Western Railway une tradition de vitesse et de performance. George V. Dans la grande tradition du London and North Western Railway, les George, avec un S au pluriel, comme on les appelait à l'époque, constituèrent l'une des grandes séries légendaires du chemin de fer britannique. Ces élégantes 220 remorquaient les trains les plus chics du moment, avec leurs voitures en livrée prune et crème. George Wall remet les pendules à l'heure. Cet ingénieur est nommé à la tête de la traction du London and North Western en 1903. Ce réseau a certes souffert de la perfectionnite et du goût pour la complexité professée par l'ingénieur Francis Webb, qui, jusque-là, a conçu des locomotives qui relèvent plutôt de la démonstration de laboratoire de physique. Webb, une fois remercié et mis à la retraite avec beaucoup d'égards, Wall se met au travail et conçoit les fameuses Georges, qui sont, comme il y a des maisons de maçons, ce que l'on pourrait appeler des locomotives de forgerons, c'est-à-dire des machines correctement conçues dans les règles traditionnelles de l'art mécanique. 230 Besa. En service durant près d'un siècle, ces valeureuses petites locomotives ont joué un rôle important, mais peu connu dans l'économie de la grande péninsule indienne. Anglaise jusqu'au moindre rivet, mais habillée et peinte à la mode indienne, elle demande un œil connaisseur pour en déceler les origines. Le régime des chemins de fer indiens. Les Britanniques développent dans leur colonie un système très libre d'investissement et d'entreprise, laissant une grande place à l'initiative privée. C'est ainsi que les chemins de fer indiens naissent sous l'effet de placements et de capitaux privés selon un système de concession de lignes dans lequel le British Government of India intervient seulement pour apporter des garanties financières et une reprise en cas de faillite. Ce gouvernement établit aussi des normes techniques dans un réseau qui grandit avec trop de différences d'une compagnie à une autre. En effet, les réseaux indiens commandent un grand nombre de locomotives à l'industrie anglaise, mais chaque réseau exige son type de locomotive et souvent a un petit nombre d'exemplaires. Sous l'impulsion du British Engineering Standard Association ou BESA, B-E-S-A, le gouvernement indien choisit des types de locomotives standards pour l'ensemble des réseaux en voie large de 1,676 m, ce qui réduit le prix d'achat et d'entretien des locomotives dans l'intérêt général.
Cardine Class. Elles ont représenté l'apogée de la traction vapeur en Écosse et, dans une certaine mesure, aussi au Royaume-Uni. Leur élégante couleur bleue, rehaussée de filets noirs et blancs, celle des Caledonian Railway, a contribué à leur réussite esthétique, tandis que leurs performances ont créé leur légende. Toujours affectées aux mêmes équipes de conduite et aux mêmes trains, elles étaient impeccablement conduites et entretenues. Une 460 qui devient une 450. L'événement est très connu dans la littérature ferroviaire britannique. Un jour d'avril 1909, une locomotive de la série des Cardine, roulant à grande vitesse, perd une de ses roues motrices et le mécanicien, consterné, voit la roue dévaler la pente du talus. Le fait est très rare dans l'histoire des chemins de fer, mais il s'est produit, en général, lors de la rupture de l'axe de la roue au droit même du corps de roue. Dotée de cylindres intérieurs, la locomotive ne comporte, en guise de mouvement extérieur, qu'une simple bielle de liaison articulée qui n'offre que très peu de résistance à la roue éprise de liberté. Sous le choc, il y a eu rupture d'attelage et le train s'arrête de lui-même grâce au frein continu, laissant la locomotive finir sa course en avant. Par miracle, la locomotive reste sur les rails. La notation de la disposition d'essieux pour ce que l'on appelle une 230 en France est une 460 au Royaume-Uni, dans la mesure où les Britanniques comptent les roues et non les essieux. Avec une roue de moins, la locomotive en question cesse d'être une 460 pour devenir une 450. Plaisanterie faite dans les dépôts du Caledonian Railway à l'époque, mais intraduisible dans la notation française ou européenne. Atlantique type P. Cette très jolie locomotive aux lignes très pures et équilibrées porte sur elle ses origines allemandes, puisque la série a été construite à Hanovre ou à Berlin. Elle fit une carrière aussi longue qu'exemplaire sur le réseau danois et dura jusqu'à la fin des années 1960. Le réseau danois. Il est fondé dès 1847, mais reste relativement en retard dans son développement par rapport à ceux des autres pays européens. Vers la fin du XIXe siècle, le kilométrage des lignes est encore faible et traduit un certain retard accumulé par ce pays encore très agricole et dépourvu de grands centres industriels. Toutefois, la nationalisation très précoce, effectuée dès 1885, marque la volonté de l'État danois d'accélérer les choses et, en 1907, le kilométrage des lignes est de 3568 km, dont 2122 appartenant à l'État, ce qui donne un pourcentage de 9 km pour 100 km², plaçant le Danemark dans la moyenne des pays européens. Ce réseau est celui d'un petit pays dont le territoire est assez morcelé en îles, ce qui lui donne sa particularité. Prendre le train au Danemark, c'est immanquablement prendre le ferry. La plupart des grands itinéraires sont interrompus par des bras de mer et, pour aller par exemple de Copenhague à Esbjerg, il faut prendre 2 fois le bateau, ce qui, en fin de compte, impose une durée de trajet de 7 heures pour environ 310 km. À partir des années 1920,
le Danemark fait de grands efforts en matière de construction de ponts, mais aussi renforce et modernise sa flotte de ferries. Enfin, il accélère les trains et met à contribution les locomotives les plus rapides du parc pour gagner de précieuses minutes. Il faut dire que le pays compta au moins un fervent partisan du chemin de fer. Le roi Frédéric IX fut en effet un amateur passionné et exigea même, comme dernière volonté, que son train funéraire soit remorqué en traction vapeur, ce qui fut fait en 1972. GR 470. Ces impressionnantes locomotives à 5 essieux accouplés sont construites pour les nombreuses lignes de montagne italiennes et viennent pallier un manque qui gênait jusque-là l'exploitation. Elles sont le fruit de l'unification des chemins de fer italiens, unification réalisée en 1905 et qui voit la naissance de nombreux projets de locomotives nouvelles. Le type 050, locomotive de puissance. À l'époque où le réseau italien songe à ce type de locomotive 470, les réseaux européens, eux, se lancent dans la locomotive à 5 essieux accouplés. Cette machine succède naturellement au type 040 face à l'accroissement du poids des trains de marchandises, mais avec la crainte de la voir s'inscrire très mal en courbe ou d'être victime de faiblesse de châssis ou d'embiellage. Or, les progrès en matière de conception de machines et quelques tours de main techniques, comme les jeux latéraux des essieux moteurs ou quelques roues sans boudin de guidage, donnent à ces 0,50 toute la souplesse nécessaire sur des voies à profil et tracé difficiles. En outre, la conjugaison de 5 essieux couplés à roues de petit diamètre donne à ces machines une grande force de traction et une remarquable puissance au démarrage. Les chemins de fer autrichiens en premier, puis les chemins de fer prussiens, suivis des réseaux du monde entier jusqu'aux États-Unis et en Russie, adoptent ce type de locomotive. Golsdorf, série 210, type 1C2. La disposition d'essieux type 132 est très peu courante dans le monde des locomotives à vapeur. Si elle a existé quelque peu sous la forme de locomotives tendaires anglaises, suédoises ou japonaises, elle n'a pratiquement jamais été appliquée à la locomotive à tendeur séparé, sauf par l'ingénieur autrichien Golsdorf, qui avait des conceptions très personnelles et originales. L'époque des Pacifiques. À la fin du XIXe siècle, l'ensemble des réseaux européens se trouve confronté au problème de l'accroissement du poids des trains et de leur vitesse. La demande progressive de confort accru et de performance impose aux ingénieurs des réseaux de faire toujours mieux et donc de concevoir des locomotives encore plus puissantes et encore plus lourdes. Les trains rapides sont remorqués par des locomotives à 2 essieux moteurs, accouplés type Atlantique ou 221, ou par des locomotives à 3 essieux moteurs, accouplés ou type 230. Ces dernières n'étant en fait que des 221, dont l'essieu porteur arrière a été remplacé par un essieu moteur sans changement notable au niveau de la chaudière et du moteur. Il faut aller plus loin et pour ce faire, augmenter les dimensions de la chaudière pour avoir plus de puissance. Le gabarit ferroviaire ne laisse comme possibilité d'augmentation que l'allongement
On ajoute donc au 230 un essieu supplémentaire arrière et l'on passe au type 231 ou Pacifique, un type déjà en place sur le réseau américain qui lui a donné ce nom. DD1. Les fameuses DD du Pennsy, ce dinosaure né dans des circonstances peu ordinaires, on s'en doute, et aux États-Unis, bien sûr. Il faut tout entreprendre, tout oser, certes, à condition de ne pas enfumer les New-Yorkais avec des locomotives à vapeur, passant sous la Hudson et l'East River et gagnant Pennsylvania Station, au cœur de Manhattan. La solution, la voici. 145 tonnes d'acier riveté et de bielle. La carrière des DD1. Inaugurée en 1910, après 7 années de travaux, la Pennsylvania Station est l'objet d'un trafic important et les lignes électrifiées sont prolongées vers l'ouest jusqu'à Newark, puis à Long Island pour la desserte des garages de Sunnyside destinés aux voitures. Les locomotives à vapeur sont remplacées par les DD1 à Manhattan Transfer et le trajet terminal de 14,2 km est fait en quelques minutes, mais avec un parcours en tunnel comprenant des rampes et des pentes de 19 pour 1000 pour descendre sous les cours d'eau. La DD1 assure ainsi un service excellent jusqu'en 1933, année où la traction électrique est assurée par des locomotives de ligne circulant depuis Trenton. Certaines DD1 restent en service sur le garage de Sunnyside jusque durant les années 1949-1950. Pacifique 10. Ces curieuses locomotives donnent l'impression d'avoir un corps cylindrique trop court pour le châssis ou, plutôt, font se demander à quoi peut servir cette grande plateforme laissée libre tout à l'avant de la locomotive. La réponse se trouve dans les travaux de l'ingénieur belge Jean-Baptiste Flamme, l'un des meilleurs de son époque. L'influence des compounds françaises. Les ingénieurs des réseaux européens du début du siècle cherchent tous à augmenter les performances des locomotives à vapeur. Toujours plus, telle est la devise des compagnies. Plus de place et de sécurité pour les voyageurs, donc des voitures plus spacieuses et plus lourdes, mais plus de vitesse pour ces voyageurs de plus en plus pressés, donc des locomotives plus puissantes et plus rapides. Certes, mais sans se ruiner dans des consommations excessives en charbon. La machine compound est une réponse à l'ensemble de ces demandes. Plus puissante, plus rapide, elle économise aussi ce charbon si cher, car elle l'utilise mieux avec son principe d'une double détente, d'abord dans des cylindres haute pression, puis dans des cylindres basse pression. Les compagnies françaises, dont celles du Nord surtout, adoptent le compoundage pour leurs locomotives de vitesse, qu'il s'agisse des types Atlantique ou Pacifique. Les ingénieurs des autres réseaux européens demandent à voir et empruntent pour des essais prolongés des compounds françaises. Si ses collègues allemands ou anglais sont peu convaincus, Flamme, l'ingénieur belge, est séduit. 131 série S. Tirant leur nom de série S de celui des usines de Sormovo, où elles furent construites, ces belles locomotives russes furent construites à 3750 exemplaires.
un chiffre record les plaçant parmi les plus nombreuses au monde. Elles ont contribué à la grandeur des tsars et des soviets avec un égal dévouement, étant encore construites au début des années 1950. La locomotive des professeurs. La tradition russe, aussi bien avant la révolution bolchevique qu'après, a toujours confié aux professeurs d'université et aux chercheurs le soin de concevoir les locomotives. Ceci a sans nul doute permis de faire des recherches et des expériences originales, si l'on songe aux essais en traction diesel du prof. Lomonosov, par exemple. En revanche, quelques échecs flagrants ont montré que, entre la théorie, même inspirée des principes marxistes les mieux réfléchis, et la tradition issue de la pratique sur le terrain, même imprégnée du conservatisme le plus ouvrier, les locomotives ont toujours préféré la seconde pour avoir d'excellentes performances. Eh bien, des professeurs d'université russes en matière de locomotives en ont fait préconiser ce que les ingénieurs des autres pays avaient déjà été forcés de reconnaître comme vrai depuis longtemps. C'est pourquoi les locomotives russes et surtout soviétiques sont d'un grand classicisme et partant d'une remarquable robustesse, ce dont elles ont bien besoin pour affronter les immenses distances et les rudes conditions imposées par ce grand pays. Locomotive type 230. Si le réseau néerlandais n'a jamais voulu de locomotive du type Pacifique, il lui faut bien, au début de notre siècle, passer au type à 3 essieux moteurs pour faire face à l'accroissement du poids des trains et à la demande de vitesse. Il se tourne vers le type 230 et s'adresse au célèbre constructeur Maffei de Munich pour la fourniture de locomotives de vitesse typiquement bavaroises, mais qui s'acclimateront très bien sur leur réseau d'adoption. Le type bavarois d'origine. C'est en 1905 que le réseau bavarois fait construire 2 types de locomotives chez Maffei, une 221 et une 230, possédant un grand nombre d'organes communs et ne différant en fait que par la présence d'un essieu porteur ou moteur arrière. Il fallait pour ce réseau une locomotive capable de remorquer des trains express de 300 tonnes à la vitesse moyenne de 100 km/h en palier et de 60 km/h en rampe de 10 pour 1000, capable aussi d'offrir des démarrages énergiques vu la fréquence des arrêts, et de remorquer des trains rapides de luxe de 230 tonnes à la vitesse moyenne de 120 km/h en palier et de 70 km/h en rampe de 10 pour 1000. Dans ces conditions, une locomotive de 70 tonnes et un tender de 50 tonnes avec les approvisionnements pour un parcours de 200 km sont nécessaires. La puissance demandée étant identique dans les 2 cas, mais les efforts de traction étant différents, le réseau bavarois choisit la formule de 2 locomotives à chaudière identique de 200 m² de surface de chauffe, demandant un châssis sur 5 essieux, à cylindres identiques, mais à disposition d'essieux différentes. Les locomotives type 230 assurent la traction des trains express de 300 tonnes à 100 km/h, tandis que les 221 assurent celle des trains rapides de 230 tonnes à 120 km/h. Le réseau néerlandais
s'intéresse à ces expériences et passe commande d'une série de locomotives type 230. BE 5/7 du BLS. Cette très belle locomotive annonce l'arrivée de la grande traction électrique suisse, avec des locomotives puissantes et lourdes. Et cette BE 5/7 est tout simplement la locomotive électrique la plus puissante du monde lors de sa mise en service en 1912. La série fera 40 années de bons et loyaux services sur les dures rampes du Lötschberg. Relier le Simplon au reste de la Suisse. La percée du tunnel du Simplon en 1906 ouvre à la Suisse, l'Italie et le sud de l'Europe. Mais ce trafic ne peut être canalisé que par la vallée du Rhône, dans la mesure où il se heurte au massif montagneux du Lötschberg et de l'Oberland bernois, qui est en face de la sortie nord du tunnel du Simplon. Il faut donc ouvrir un nouveau passage au nord du Simplon, prolongeant ce dernier en direction du centre de la Suisse et de Berne. Ce sera fait en 1913 avec le percement du tunnel du Lötschberg. Longue d'environ 60 km, la ligne gagne depuis Frutigen, qui est à 782 mètres d'altitude, le tunnel du Lötschberg, qui est à 1244 mètres d'altitude, et redescend ensuite jusqu'à Brigue à 681 mètres. Le tracé est aussi audacieux que complexe, et la rampe nord comprend 12 tunnels d'une longueur totale de 4924 mètres, tandis que la rampe sud en comporte 21, totalisant 7074 mètres. Le tunnel du Lötschberg, proprement dit, est long de 14 km 500, longueur augmentée de 791 mètres à la suite d'un éboulement et de l'invasion des eaux de la rivière Kander, tuant 25 ouvriers.